Est-ce que sur le plan législatif, juridique, et les possibilités d'appliquer ces lois, de jouer avec ces lois, comme tu l'as dit, est-ce qu'au fond la situation Polynésie française et Nouvelle-Calédonie de Wallis-et-Futuna est strictement la même, du point de vue donc, de ce qu'on peut faire avec le système? Oui, ça s'applique de la même façon. Alors j'ai simplement dit tout à l'heure, c'était Jean-Marc Regnault et John Frankel, les deux qui ont travaillé sur Wallis-et-Futuna, et qui ont réalisé qu'effectivement, quand on a un type de rapport très particulier, je rappelle que Wallis-et-Futuna, c'est quelque chose de très particulier dans le cas de la République, et donc, bien entendu, ils ont réussi à tricher, mais on va dire presque avec le consentement de la population. Hein. On est dans des situations particulières. Alors, je vous donne un autre exemple, puisque tu parles de la Calédonie. J'étais dans une île en Nouvelle-Calédonie, et j'avais demandé qui était le maire. Et on m'a dit, le maire, c'est le chef. Et donc, c'est le chef, coutumier, en fait, qui se fait élire. Alors, j'ai dit, mais alors, il se fait élire à 100%. Et il m'a répondu 95%. Il y a toujours 5% d'emmerdeurs. Enfin, c'est ce que me disait mon guide. Et voilà. Et donc, il qualifie, en fait, d'emmerdeurs les 5%, parce que c'est une atteinte au chef. Au chef, c'est le chef, voilà. Alors, évidemment, on peut détourner les lois. Mais la loi sur la parité sur les listes, donc, elle s'applique obligatoirement. Et vous avez vu les scores. Les scores sont extraordinaires. Nous avons les mêmes scores de presque 45% en Calédonie et en Polynésie française. Voilà. Alors, on peut imaginer qu'en Wallis-et-Futuna, on ne va pas rester encore longtemps dans ces traditions. Mais je répète, on est dans une vie politique qui est quand même très, très, très éloignée de celle de Polynésie et celle de Calédonie. Oui, c'est juste une question, c'est juste la provoque. Mais à l'heure du genre, est-ce que la loi parité homme-femme est encore valide? Est-ce qu'elle n'est pas désuète? À l'époque, on parle du genre, ce serait une parité qui est plus large que homme-femme. Alors ça, c'est une très bonne question parce que en fait, ça a été posé. Et en fait, il y a des spécialistes qui nous expliquent que si on ouvre la parité, eh bien, ça peut devenir extrêmement compliqué. Alors, ceux qui sont contre la parité ont dit oui, mais vous ouvrez la porte aux discriminations positives, et à partir du moment où on ouvre la porte aux discriminations positives, alors, eh bien, il faudra prévoir, un peu à l'américaine, hein, eh bien, des personnes, les homosexuels, les bi, et puis alors après, on va rentrer aux gens de couleur, les origines. Ceux qui sont contre la parité disent on ouvre la discrimination et donc on va aller vers tout ça. Alors c'est non parce qu'on est dans une discussion qui n'est pas la même. Là, c'est le genre en tant que sexe. Or, si on parle justement d'homosexualité ou la bisexualité ou n'importe quoi, on n'est pas réellement dans le sexe, en fait. Et voilà, c'est ce que disent les partisans de la parité. Que si jamais on ouvre dans cette direction, en fait, on n'ira pas parce que justement, on est juste là. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que les plus malins nous disent attendez qu'on arrive réellement à la parité homme-femme, puis on pourra peut-être discuter du reste. Eh bien là, on a encore du temps. Très bien. Alors, une question pour Nico. Est-ce que les réunions multiconfessionnelles de femmes à Fidji ont été suivies des faits? Si oui, lesquels? A-t-on pu noter un apaisissement entre les communautés? Un apaisement. Ah, pardon, apaisement. Thank you for that question. I think it was from Louis-Marie. Merci pour la question. Je pense que c'est une question de Louis-Marie. Je voudrais juste mettre en contexte ce que je disais. Ce scénario dont je parlais a démarré après le coup d'État de 2002. Donc à Fidji, il y a eu un autre coup d'État en 2006. Donc il y a de nouveau un gouvernement militaire en place. Mais ce gouvernement est arrivé au pouvoir, ou plutôt ce coup d'État s'est produit parce que les militaires protestaient contre une ethnicisation de l'État, un gouvernement nationaliste qui
s'occuper trop des intérêts de la population fidjienne, même si l'armée fidjienne, en majorité, est composée d'indigènes de Fidji. Donc le contexte a été légèrement modifié et c'est un régime extrêmement répressif. Donc les veillées pour la paix, quand elles se sont produites pour la première fois en 2006, les femmes ont immédiatement réactivé les veillées pour la paix. Mais elles ont eu peur très vite parce que le nouveau régime les a réprimées très violemment toutes les activités dissidentes. Et même si ça se passait à l'intérieur d'une église et que ce n'est pas une activité menaçante, les femmes qui organisaient ces réunions ont eu peur de mettre en danger les participantes. Mais depuis l'an 2000, il y a eu un mouvement pro-démocratique très fort qui est venu de cet activisme basé sur la foi. Et ça, c'était plus instantané. Donc ces veillées dans les églises en 2000 ont donné naissance à une société civile, des activités de société civile plus séculaires, avec des organisations qui ont travaillé très dur depuis pour encourager les jeunes femmes à être informées politiquement. Donc il y a eu... C'était très important pour politiser un groupe de femmes plus jeunes autour de l'importance de construire pour la paix, de travailler pour la paix et de reconnaître que ce n'est pas forcément quelque chose de séculier, qu'il y a des traditions religieuses sur lesquelles elles peuvent s'appuyer. Je pense qu'il est très significatif et la communauté d'aide internationale est maintenant consciente du fait que quand on parle de la participation des femmes à la société civile, on ne finance pas simplement des groupes séculiers, mais qu'on soit conscient de la place d'un activisme qui vient d'un contexte religieux, qui est basé sur la foi. Donc, ne pas s'inquiéter si ils voient ou s'ils financent un meeting qui rassemble les mouvements féminins à Fidji et qu'ils voient que les laïcs, les femmes musulmanes de Fidji qui participent. Donc il y a une base pour ces discussions interfoi et ça a été très important également parce que comme les tensions raciales se sont un peu calmées sur l'ensemble de Fidji, je ne sais pas vraiment parce que je crois qu'il y a déjà il y a une longue histoire coloniale de tensions raciales à Fidji, donc on ne peut pas s'attendre à ce que ce genre d'activité, on a 130, 140 ans d'un projet colonial très déterminé à créer des divisions. Donc il y a un héritage colonial très fort qui alimente ces tensions. Mais souvent, on entend uniquement des politiques, des problèmes raciaux à Fidji, et surtout en Australie. C'est quelque chose qui est très visible dans les médias, dans l'analyse qui en est faite dans les médias. Et l'analyse universitaire des défis que Fidji doit confronter. Donc le travail que je fais, c'est de présenter une autre phase de cette histoire qui expose vraiment de dire oui, ok, les tensions raciales sont là, mais il y a des façons de les affronter à l'intérieur du pays. On peut lutter contre ça. Une question pour Marie. En vous écoutant, je me disais que sans doute, peut-être, il y a là un collectif qui devrait être plutôt favorable à cette activité législative. Mais je pas Marie dans votre exposé, l'équivalent de Tom Boyce, une lesbienne, qui semble ne pas avoir de place en tant que telle dans cette société. Et je me demandais justement si vous avez eu l'occasion d'avoir des commentaires là-dessus. Parce que j'imagine que si c'est comme dans le reste de la Polynésie, il y a cette symétrie entre une place connue pour les hommes féminins, mais pas du tout pour les femmes qui ont une tendance vers la masculinité. Normalement, logiquement, ces couples-là devraient être intéressés par tout ce qui se passe
j'ai rencontré des personnes homosexuelles, hommes et femmes, beaucoup moins de femmes d'ailleurs, parce que j'en connais peu et c'est juste les circonstances qui ont fait que j'en ai rencontré assez peu. Il y a dans ce pays, bien sûr, des personnes qui sont très favorables à l'application du Pacs et qui réclament cette application depuis longtemps et qui sont aussi très favorables à cette loi nouvelle. Et parmi ces personnes, il y a des couples homosexuels qui se réjouissent du vote de la loi nouvelle. Comme mon sujet était de rechercher les résistances, les objections, les oppositions à ces deux textes, à cette loi, je n'ai pas rencontré ces personnes qui, elles, se réjouissent, par exemple, de cette législation récente. Mais bien sûr, ces personnes existent en Polynésie et tant mieux. Il y a des organisations de lesbiennes? Oui, associations. Juste, quand vous disiez, monsieur Lemardi, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'homme et les femmes en politique? Est-ce que le fait d'avoir des femmes dans l'Assemblée, ça change quelque chose? Il y a quand même des textes qui sont passés récemment à l'initiative de femmes, qui ne seraient pas passés par l'initiative de certains hommes. Je pense au Pacs qui n'est pas passé en ce moment, à la loi sur le harcèlement moral et sexuel qui est passée l'année dernière. Je pense qu'on est complémentaires. Et moi, la critique que je ferai sur la parité qui s'est mise en place en 2000, c'est qu'elle est arrivée d'un bloc. On n'y a pas été préparé, qu'il n'y a pas eu de formation, même s'il y a eu des tentatives à travers des associations, mais c'est vraiment pas suffisant. Moi, j'ai vécu quand je suis arrivée en 2008, et encore, j'ai quand même un bagage juridique qui me permet de faire face à la charge de travail. J'ai bien vu que les femmes qui sont arrivées bien avant moi avaient des difficultés. Je ne vous parle pas des hommes qui, eux, sont des hommes politiques et estiment qu'ils ont suffisamment d'électorat, ils sont là grâce à un électorat. C'est quand même bizarre, on entend dire il faudrait que les femmes qui rentrent en politique et soient à l'Assemblée soient compétentes. J'entends jamais dire qu'il faut que les hommes aussi à l'Assemblée soient compétents. Moi, ça me gêne ce type de discours. Ça me gêne ce type de discours parce qu'on demande finalement à la femme, encore une fois, ce qu'elle fait déjà un peu à l'extérieur, c'est d'être la superwoman. On n'est pas des superwomen, on gère aussi à côté dans une famille. Moi, je suis pour le Pacs, mais je suis mariée. Alors, au début, dès que j'ai parlé du Pacs, ça y est, elle est homosexuelle. Non, je suis mariée, j'ai des enfants, et je suis pour les droits humains. Et je crois que la parité, pour moi, elle n'est pas encore aboutie en Polynésie française. On a le texte, mais on a une grande difficulté dans l'application, parce que maintenant, il faut que les femmes s'approprient ce pouvoir d'exercer cette parité. Ça commence, on a une nouvelle génération qui est arrivée à l'Assemblée, on a de plus en plus qui s'imposent parce qu'elles ont des compétences et ça les aide dans leur travail de tous les jours. Mais à un moment donné, il faut savoir aussi dire au gouvernement, eh bien, ce que vous me proposez, je suis désolée, mais moi j'ai un amendement à déposer. Quelque chose qu'on n'aurait pas entendu dire il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, on entend, on voit même des élus déposer des amendements. Et qui sont des femmes prennent la parole. On est très peu à l'Assemblée à oser prendre la parole encore. Pas parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas compétentes, c'est parce qu'elles n'ont pas de formation. Alors, on a eu la chance cette année d'avoir un président qui nous a mis à disposition des formateurs. C'est une très bonne chose. J'espère que ça va continuer. J'espère qu'on aura des échanges. Moi, si je suis venue participer à ce colloque, c'est justement pour prendre un maximum d'informations pour me former, encore une fois. Et moi, je voudrais juste vous dire, est-ce que vous avez connaissance de modèles de mise en place de parité? Il y a eu un réel accompagnement, parce que la loi, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait la pratique. Et si on pratique, on n'a aucun moyen pour accompagner ces élus. Là, je parlais des élus de l'Assemblée, mais on a toutes ces élus communales aussi qui sont un peu encore plus isolées, surtout quand elles sont dans le milieu rural. Est-ce qu'on a des modèles autres que ceux qu'on trouve en Polynésie française sur lesquels on pourrait s'appuyer pour améliorer cet aspect-là de la mise en place de la parité? Merci de votre attention. Alors, d'abord, le sentiment d'incompétence dont je parlais tout à l'heure et qui est développé par Delphine Dulong,
c'est le sentiment d'incompétence des femmes, c'est le sentiment qu'elles ressentent, elles, parce qu'elles refusent. Pourquoi elles refusent d'aller en politique? Parce qu'elles ont ce sentiment d'incompétence. Donc l'analyse, c'est pas par rapport à... On dit elles doivent aller ou pas aller parce qu'elles sont compétentes, pas incompétentes. C'est pas ça le problème, puisque la même question, comme tu le dis si bien, se pose pour les hommes. Je me souviens très bien d'avoir assisté à des débats à l'Assemblée il y a une certaine époque, où actuellement j'ai une étudiante en doctorat qui nous sort les calculs du nombre de diplômes des représentants à l'Assemblée il y a quelques années. En fait, tout le travail venait de la présidence, et c'était des faux rapporteurs à l'Assemblée qui lisaient des textes qui venaient de la présidence, que ce soit des hommes ou des femmes. Et on sait très bien qui le lisait. Même parfois, on demandait à ces juristes de la présidence d'être plus simples, parce que c'était très difficile pour ces hommes et ces femmes, en fait. C'était exactement la même chose. Non, le sentiment d'incompétence, ça venait des femmes elles-mêmes. Et c'est ça, toute l'étude qui a été faite par Dulong, c'était pour savoir pourquoi elles avaient ce sentiment d'incompétence. Quand on venait les chercher et on leur disait « Bon, maintenant, il y a la parité, il faut y aller », eh ben, elles disaient « Non, moi, je ne peux pas. » Et ça venait d'elles. Donc, en fait, pourquoi? La question était pourquoi? Parce que, justement, elles étaient exclues du jeu politique, et elles ont cru que, finalement, elles ont réussi à intérioriser une soi-disant incompétence qu'elles n'avaient pas, justement. Alors, donc, si on parle d'incompétence, maintenant, globalement, ça vu de l'extérieur, et non un ressenti, l'incompétence était très bien partagée par tout le monde, je le répète. Alors, les choses avancent. En même temps que la parité, avec cette étudiante, on remarque que les diplômes augmentent, à la fois au gouvernement et à la fois à l'Assemblée de Polynésie française. Alors là, évidemment, donc, les choses changent, on peut proposer des amendements, l'opposition existe, parce qu'elle n'existait pas, et même les hommes changent. Tu parles du Pacs. Qui est-ce qui était avec toi et qui parlait du Pacs? Le président de l'Assemblée. Mais celui-là, quand il était député, il avait voté contre. Il avait demandé que ce ne soit pas appliqué en Polynésie. Tu l'as changé. Mais oui, le même qui a dit non à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ben, il y va. Voilà, j'adore, parce que ça fait partie de... Voilà. Donc, Alors, la deuxième question, très rapidement. Béatrice Vernaudon, quand elle était députée, elle avait créé une association pour expliquer justement à toutes ces femmes. Et elle avait fait à l'Assemblée de Polynésie française des sessions. Et je me souviens que nous, à l'université, on avait été invités pour expliquer, mais expliquer au plus bas niveau. On demandait d'ailleurs quel était le niveau, et on a expliqué la vie politique, etc. Alors, elle a fait, je crois, 2 sessions organisées à l'Assemblée. Et alors, on a été très étonnés parce qu'on a vu arriver essentiellement les élus communaux, elles étaient dépourvues de toute connaissance de droit constitutionnel, droit administratif, etc. Et puis Béatrice Vernaudon n'est plus députée, donc elle ne disposait plus peut-être de ses fonds. Donc ça s'est arrêté. Voilà. Mais en fait, ça dépend de vous. Une petite question pour Marie-Noël. Concernant les personnes susceptibles, ou les groupes susceptibles d'être intéressés par un pacte ici en Polynésie. Quand on a débattu en 1999 en métropole, on a principalement débattu des couples de même sexe. Et aujourd'hui, on sait que ces couples ont eu recours au pacte, mais que plus de 95% des pactes qui assurent qu'ils ont un succès sont des couples de sexe différents. Donc, le pacte a répondu aussi à un besoin lié au développement de l'union libre en France, qui n'est pas la même union libre que celle qui existait autrefois, puisque c'est une forme de vie qui est totalement intégrée, avec des enfants, la moitié des enfants qui naissent de parents non mariés. Donc, une des raisons pour lesquelles les couples non mariés ont massivement emprunté des pactes, c'est parce que ça donne principalement des avantages fiscaux. Ça permet de faire une déclaration d'impôt commune, ce qui est un avantage dès qu'on a des revenus différents au sein du couple. C'est pas plutôt des avantages du pacte. Donc ma question c'est, indépendamment du fait que des principes pour lesquels on peut souhaiter que le pacte soit institué en Polynésie, quelles sont les situations sociales auxquelles un pacte répondrait?
Ce serait peut-être moins du point de vue fiscal, au regard de la spécificité de la fiscalité en Polynésie, que du point de vue patrimonial en général et de l'organisation des biens, de la transmission des biens, de la gestion des biens dans le couple de partenaires. C'est cet aspect-là qui peut intéresser un certain nombre de couples de concubins, puisque, comme je l'ai dit, ils sont assez nombreux, les couples de concubins, et l'aspect qui les intéresse dans le Pacs, c'est les aspects patrimoniaux. J'ai une question qui est un peu dans la même lignée. Enfin, une remarque et une question. Je crois qu'il est un peu dangereux de se fier aux évidences historiques pour une législation telle que le mariage pour tous, surtout en Polynésie française, par exemple le fait que l'homosexualité, le marou, etc., ait existé au premier contact, donc évidence d'homosexualité. En fait, l'homosexualité, le mot n'avait pas été inventé encore, donc c'est un petit peu un anachronisme, parce qu'il n'y a pas d'évidence, par exemple, de marou devenant concubin d'un Tahitien dans les premières décennies des contacts. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs, il y a un dialogue, un débat assez similaire, assez semblable à Hawaï, où il y a énormément d'évidences qui sont présentées comme évidences historiques et qui en fait sont assez coûteuses, qui mettent des étiquettes en fait qui ne sont pas du tout appropriées, pertinentes à des phénomènes historiques. Mais ma question, suit un petit peu cette remarque et le fait que quand vous avez interviewé des marous, des rairai, et je me demande avec qui vont-ils épouser? Parce que bien sûr, ils forment des relations sexuelles avec les hommes hétéros. Donc, un homme hétéro ne va pas sacrifier son statut social à épouser une personne de même sexe physique et perdre donc sa position dans la société dominante. Oui, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, moi, ces personnes-là ne voyaient pas l'intérêt pour eux. Ah, d'accord. Non. I guess what I wanted to talk about was the situation in New Donc, Caledonia. ce dont je voulais parler, c'est la situation en Nouvelle-Calédonie que j'ai examinée assez attentivement et le fonctionnement de la parité dans ce contexte. Et je suppose que je suis en train de répondre à ta conclusion. Est-ce que la parité est nécessaire et pourquoi elle est nécessaire? Mais je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle c'est nécessaire. C'est nécessaire dans un contexte régional étendu, parce que tu as mentionné que la représentation politique des femmes dans toutes les îles du Pacifique était vraiment au niveau le plus bas mondial, au niveau global, hein, c'est le niveau le plus bas. Donc les structures qui ont si bien fonctionné dans les territoires français du Pacifique sont examinées avec beaucoup d'intérêt par des femmes qui aimeraient entrer dans le monde politique et être candidates en tant que modèle pour la région, un modèle potentiel pour la région. Je sais que le système électoral est différent, que tous les pays n'ont pas de représentation proportionnelle, mais ce que je vois en Nouvelle-Calédonie, ce que j'ai observé, c'est que les femmes ont atteint des niveaux élevés dans la politique depuis que la parité a été introduite. Et elles ont également mobilisé des ressources d'État d'une façon qui signifie qu'il y a de nouvelles institutions ont été créées par l'État, principalement pour les femmes. Et on ne voit pas cet engagement de l'État dans la question de l'égalité ou de l'avancement de la condition féminine. Dans d'autres îles du Pacifique, on ne voit pas les États s'engager dans cette voie. Donc les discussions qui tournent autour du statut des femmes dans les pays insulaires du Pacifique est menée par la société civile, les organisations de la société civile. Et je pense que ce qui est très intéressant, moi ça m'intéresse énormément de voir ce qui se passe en Polynésie française, parce que je ne connais pas très bien,
Mais je pense que ça a vraiment aidé l'engagement de l'État, ça a vraiment aidé le fait que l'État soit attentif au statut de l'État des femmes en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment unique en Mélanésie. Donc je voulais juste faire cette petite observation, dire que oui, c'est quelque chose de nécessaire au niveau régional. Alors, oui, ça illustre tout à fait, en fait, ce qui a été dit, c'est-à-dire que si l'État ne pousse pas, n'oblige pas, il n'y a rien, que ce soit dans n'importe quel pays. Et s'il y a une différence dans l'Océanie entre la Polynésie et la Calédonie et le reste de l'Océanie, c'est justement du fait qu'il y a une loi sur la parité, qu'il n'y a pas de loi sur la parité. Alors, quand vous dites que ça vient en fait de la société civile, c'est tellement vrai qu'il y a eu une réunion des femmes cet été, des femmes d'Océanie, et elles avaient invité nos femmes politiques polynésiennes pour qu'elles viennent expliquer clairement comment fonctionne la parité, etc., comment elle monte. Et alors, malgré tout, c'est pour ça que j'ai donné 2 exemples du Vanuatu ou des Cook, ça avance. Voilà. Je ne vais pas dire qu'il y a un blocage total, parce que ces chiffres de John Frankel, qui avaient été faits pour le Forum du Pacifique, c'était de 2006. Eh bien, entre 2006 et aujourd'hui, eh bien, on voit que dans ces États, en dehors des territoires français, eh bien, on essaie d'amener petit à petit quelques règles. Tout à l'heure, j'ai dit une femme, l'obligation d'avoir une femme au Vanuatu dans un conseil municipal, ça paraît ridicule, mais c'est vrai que c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience et que ça commence. Voilà. Et donc, alors, et c'est là où je vais terminer, la Polynésie a réuni au mois d'avril tous les présidents de parlements du Pacifique Sud. Pardon, de Polynésie, oulala, le GPP, le groupe parlementaire polynésien. Et alors, on se trouve dans l'État qui impose la parité à la Polynésie française, et après, ce sont les élus de Polynésie française qui vont inciter les autres États ou territoires polynésiens à mettre en place la parité. En fait, il y a un suivi comme ça. Et c'est Jacques Hidrolet, donc comme président de l'Assemblée, qui a inscrit dans la charte qui a été signée par tous les États et territoires présents pour créer ce groupe des parlementaires polynésiens, et qui a dit qu'il est indispensable que les femmes aient autant leur place que les hommes dans les parlements. Et tous les présidents qui étaient là ont signé cette charte. Voilà. Donc, en fait, ça touche aux 2 niveaux. La société civile, qui, à mon avis, fera le travail le plus efficace, bien entendu. Et puis, eh bien, curieusement, les parlementaires, les parlementaires, enfin, on ne dit pas ça en français, mais les parlementaires polynésiens qui poussent les autres parlementaires à adopter ce type de règles. Mais, une phrase, mais si la loi n'était pas venue de métropole, il n'y aurait jamais eu de loi sur la parité en Polynésie française, rassurez-vous. Enfin, c'est ça. Intéressant, si je peux me permettre d'intervenir. Vous avez parlé des États-Unis avec les lois donc, que vous trouvez trop exagérées par leur ampleur, mais en fait, les États-Unis en fait, est un modèle parce que le mouvement des droits civils des années 60 avec les Blacks américains est vraiment à la souche de tout ceci. Donc il ne faut pas en fait s'éloigner de tout ça et se rappeler, donc il y a quelque chose de très important dont il faut se rappeler, c'est le fait, en fait, qui rejoint un petit peu la discussion précédente, que la législation, en fait, les lois sont très importantes mais pas suffisantes. Il faut tout de même un changement social donc, qui sort du domaine de la législation, mais qui est aussi aidé par les lois. Donc, s'il n'y avait pas eu l'abrogation, par exemple, du mariage entre races aux États-Unis, où serions-nous maintenant? Alors, je voudrais te dire 2 choses pour ça. Oui, c'est-à-dire le système américain, on sait très bien que la discrimination positive, affirmative action, vient de là. La seule chose, c'est ce que je voulais dire, c'est pas
c'est simplement qu'il faut qu'il y ait une correspondance entre quelque chose de très profond, c'est la philosophie politique républicaine qui existe en métropole et la discrimination positive. Voilà, trouver un équilibre entre ces deux, parce qu'autrement, eh bien, on n'arrivera pas à avancer, parce que les principes républicains sont tellement ancrés. Alors, je vous donne un exemple. La Polynésie française a demandé la discrimination positive pour les achats de terres et pour l'emploi, ici. C'est-à-dire qu'on permette aux Polynésiens, en gros, hein, d'accéder prioritairement aux emplois. Pendant 50 ans, la métropole a refusé, au nom de ce principe. C'est-à-dire que la France s'est battue contre les privilèges, les nobles. Il y a eu la Révolution française et on ne pouvait pas revenir sur ce principe-là. Donc il a fallu créer cet arrangement philosophique sur l'égalité socialement rompue. En fait, c'est un arrangement. Il faut qu'il y ait un arrangement avec une philosophie profondément ancrée dans la République et puis la nécessité de mettre en place cette situation positive. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'inspirer complètement du système américain. En France, on a imposé la décentralisation. Les partis politiques, dans leur majorité, enfin toutes les partis de droite, etc., étaient contre, même le Parti communiste à un moment donné, contre la décentralisation. Alors c'est la loi qui l'a imposée en 1982. Mais petit à petit, cette loi a fait que les élus de tous les partis étaient issus de la décentralisation. Et donc, au bout de 20 ans, tout le monde était pour la décentralisation. Ce que je veux dire pour ça, pourquoi je dis ça? Parce que pour la parité, à partir du moment où on oblige les femmes à être présentes, eh bien, je pense que c'est sûr qu'il faut les former, etc., etc. Je suis d'accord sur tout. Mais je pense qu'effectivement, dans 10 ans, en métropole, une fois que tous les partis politiques auront des élus femmes, la place de la femme sera, alors je ne vais pas dire naturelle, mais elle va s'imposer. Et donc, à la source, il y a quand même la loi. Très bien.